Voilà, on va continuer notre journée et on va commencer l'après-midi en essayant d'apporter quelques éléments de réponse à la question l'âge biblique de la Terre. Peut-on donner un âge à la Terre? Et est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que nous pouvons trouver d'autres âges que ceux qui nous sont présentés dans les médias aujourd'hui? Quels sont les problèmes donnés avec les affirmations de certains scientifiques d'aujourd'hui, quand on parle de milliards et de milliards d'années? J'aimerais l'aborder non pas de façon détaillée et exhaustive, parce qu'on n'a pas le temps, on a encore un autre sujet à traiter après, mais j'aimerais voir des éléments de réponse avec vous maintenant. Alors déjà, pour savoir, est-ce que c'est important de traiter de la question de l'âge de la Terre? Nous avons en gros deux modèles en opposition. Un modèle basé sur ce qu'on nous enseigne d'évolution, une évolution qui serait venue en trois étapes un peu, une évolution cosmique, chimique, biologique, qui se serait faite au cours de milliards d'années. Et en opposition, un modèle basé sur la Bible, où nous lisons dans la parole de Dieu, Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et donc, quand on lit les premiers chapitres de la Genèse, nous pouvons voir comment Dieu crée le monde en 6 jours. Et ensuite, nous voyons dans les 11 premiers chapitres les bases, finalement, de l'histoire de l'univers, de l'histoire de la Terre, de l'humanité. Deux modèles qui sont en opposition aussi de par ce qu'on pourrait appeler leur philosophie. Pourquoi? Parce que l'évolution nous dit que la mort est dans le monde, la mort est essentielle pour qu'il y ait le développement d'une forme simple en forme plus complexe, et donc que par cruauté, souffrance, lutte sanglante et par sélection naturelle, le fort remplaçant le faible, nous allons aboutir aux formes vivantes que nous trouvons aujourd'hui, et notamment à l'homme. Le modèle biblique est quelque peu différent, même fondamentalement différent. Au commencement, Dieu créa. Ensuite, nous lisons comment, au 6e jour, Dieu crée l'homme. Et dans les prochains chapitres de la Genèse, nous lisons comment l'homme désobéit au Créateur et comment la mort, la cruauté, la souffrance, les luttes sanglantes entrent dans le monde. Vous voyez, deux modèles donc en opposition de par leur enseignement. Et si on avait le temps maintenant, on pourrait parler des portées philosophiques, des portées culturelles, des portées en termes de civilisation que ces deux modèles ont. Alors bien des gens dans le passé se sont penchés sur la question en lisant la Bible, en regardant à gauche à droite, observant la nature, et ils ont cherché à comprendre à quel moment aurait pu avoir lieu la création. Est-ce qu'on peut dater la création? Est-ce qu'on peut donner un jour? Et certaines personnes, comme par exemple John Lightfoot au XVIIe siècle, pensaient que la création avait commencé à 9 h du matin, un 17 septembre 3928 avant Jésus-Christ. Ces affirmations vous font sourire, bien sûr, et pourtant, nous sommes victimes de la technologie. D'autres ont calculé des dates, et toutes ces affirmations sont basées sur la lecture de la Bible, sur des observations historiques et quelques petits calculs mathématiques. James Ussher, par exemple, en 1650, pensait que la création, ou avait calculé que la création avait précédé le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Comment ces gens avaient calculé ces dates? Eh bien, ils avaient déterminé la date de naissance d'Abraham,
Puis ils avaient calculé les dates de Noé et d'Adam en utilisant, entre autres, les généalogies des chapitres 5 et 11 de la Genèse. Alors on pourrait passer maintenant en revue les généalogies de la Genèse. Je ne vais pas le faire avec vous, ce serait trop long, mais on pourrait voir combien on arrive à certaines dates et puis combien il y a quand même une part d'inconnu. La Bible ne nous permet pas de dater au jour près le moment de la création. Et peut-être est-ce bien comme ça. On aperçoit ce qui semble être des trous dans certaines généalogies. Malgré tout, en observant ces trous dans les généalogies, en même faisant l'hypothèse que certains trous pourraient être de l'ordre de 500 ou 1000 ans, nous n'allons jamais arriver à un âge de 4 milliards d'années pour la création. Alors, regardons un petit peu ce que dit la Bible. Je vous propose d'abord de parcourir assez succinctement les différentes interprétations du récit biblique. Nous allons ensuite parler un petit peu de la durée des jours de la création et j'aimerais conclure vers quelques arguments en faveur d'une terre jeune, en parlant des méthodes de datation, en parlant notamment du deuxième jour de la création, en parlant de faits étonnants, qui nous montrent que finalement, la Bible en elle-même donne certains éléments de réponse quant à la question. Alors commençons. Si vous avez en tête le récit biblique, vous pouvez relire Genèse 1 et 2, et nous pourrions maintenant le relire ensemble, nous n'avons pas le temps, mais qui commence « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Par une présentation de ce que Dieu a fait en 6 jours. Nous continuons parce que le récit de la création ne s'arrête pas aux 3 premiers chapitres de la Genèse, mais il continue, et toute la Bible continue de nous enseigner sur la création, et nous devons donc, si nous voulons avoir une idée précise de ce que Dieu a fait au moment de l'origine des cieux et de la terre, nous devons prendre toute la Bible en considération. Dans Exode 20 au verset 11, et ça, c'est pour vous rappeler ce que je vous ai déjà cité ce matin, Exode 20, verset 11, Dieu répond à la question pourquoi il a mis si longtemps pour faire la terre. Pourquoi il ne l'a pas fait de façon instantanée? En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. Et il donne dans Exode 20, verset 11, comme base biologique au peuple d'Israël, la base que lui-même a utilisée pour former la terre. Donc une raison principale, nous la vivons encore tous les jours de façon continuelle aujourd'hui. Si nous avons une semaine de 6 jours de travail, ou maintenant plus que 5, bientôt en France nous serons aux 35 heures pour certains, enfin il y en a déjà qui y sont, on se demande bientôt quand est-ce que nous allons travailler. Mais la base de la semaine de travail initiale était donnée par Dieu directement en parallèle avec le récit de la création. Exode 31, verset 17, nous dit la même chose. « En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. » Alors d'emblée, j'aurais envie de vous dire, et d'être très provocateur, si les jours de Genèse 1 sont des périodes de milliers d'années, alors je vais me réjouir parce que demain, je vais pouvoir me reposer pendant longtemps. Mon dimanche va durer très longtemps et je n'aurai pas besoin de retourner au travail. Alors, les différentes interprétations du récit biblique. Nous allons voir ensemble, je vous ai dit brièvement, ce qu'on appelle interprétation restitutionniste, interprétation littéraire, interprétation progressiviste, interprétation concordiste, interprétation littérale. 3 petits points, parce que bien sûr, il n'y a pas que ces 5 interprétations, il y en a beaucoup d'autres, et même, j'aurais presque envie de dire, il y en a presque autant que de personnes qui se sont penchées sur la question, avec des légères modifications. Alors, pour commencer nos investigations, l'interprétation restitutionniste était proposée par Thomas Chalmers au XIXe siècle,
qui voyait l'histoire de notre planète, il faut que je suive aussi avec ma télécommande, voilà, qui voyait l'histoire de notre planète en 3 étapes. Une première création originelle et complète, dans Genèse 1 au verset 1. Je schématise, bien sûr. Excusez-moi si je ne vous donne pas tous les détails, mais je schématise par manque de temps. Donc, Genèse 1, verset 1, une première création originelle et complète. Et ensuite, une deuxième création nécessaire du fait de l'œuvre de Satan qui aurait provoqué un cataclysme et donc aurait provoqué ce que Genèse 1, verset 2 appelle Tohu Bohu ou le chaos. Et donc une nouvelle planète tirée de ce chaos qui serait décrite dans entre les versets 3 et 31 de la Genèse. Ça permettait peut-être, en tout cas c'était l'un des buts, de répondre à la question des fossiles. La majorité des fossiles seraient venus justement de cette première création, y compris les dinosaures par exemple. On va en parler tout à l'heure. Donc entre le verset 1 et 2 de la Genèse. Maintenant, pourquoi cette interprétation est problématique ? Nous avons vu tout à l'heure que l'entrée de la mort dans le monde est donnée également par le récit biblique. Et l'entrée de la mort ne se fait pas dans Genèse 1, verset 1. Elle se fait plus tard, après la désobéissance. Avant la désobéissance d'Adam et Ève, la mort n'existait pas. Nous pouvons voir des interprétations littéraires. C'est vrai qu'on peut voir une belle poésie dans ce chapitre 1 ou dans les suivants, avec des jours de la création représentés comme les chapitres d'un livre, avec un aspect même symétrique de Genèse 1, les jours créateurs se correspondant entre eux et se répondant, avec par exemple la lumière présente les premiers et quatrièmes jours, l'eau présente deuxième et cinquième jour, la terre et la vie terrestre troisième et sixième jour, et ensuite, comme achèvement, comme chapeau de tout, le repos du septième jour. Je ne vais pas m'étendre dans les détails, mais toutes ces théories que l'on nous présente cherchent finalement à répondre à quelle question ? Elles cherchent à répondre à la question « Comment trouver une Terre âgée ou un univers âgé ?» Pourquoi ? Parce que les scientifiques aujourd'hui nous affirment que la Terre est vieille, que l'univers est âgé. Donc on cherche finalement, par ces différentes interprétations, à faire coller plus ou moins bien le récit biblique à la connaissance scientifique du moment. Ce qui a bien sûr des limites. La science, et nous allons en reparler un petit peu tout à l'heure, la science aujourd'hui ne détient pas la vérité absolue sur tout. Elle détient une partie de connaissances. Le problème, c'est que la science aujourd'hui connaît beaucoup de choses peut-être, mais par rapport à l'immensité de savoir qu'il pourrait y avoir à acquérir encore dans notre univers, peut-être que le rapport connaissance d'aujourd'hui de la science, immensité du savoir de l'univers, peut-être que ce rapport est très petit. Ça veut dire que peut-être que la science d'aujourd'hui, s'il y a encore beaucoup de choses à savoir, ne sait rien du tout. Et donc, comment peut-elle arriver aujourd'hui à une conclusion sûre concernant une chose si elle ne détient pas tout le savoir ? Ça, c'était une petite parenthèse. Il y a d'autres interprétations progressivistes, notamment présentées par Jean Imbert dans le livre « Création, évolution, faut-il trancher ?», où il y aurait un certain contrôle ou une certaine direction dans le processus évolutif. Et
donc où on pourrait concilier de façon assez simple le récit biblique avec les données scientifiques ou l'interprétation scientifique donnée aujourd'hui. On continue, une interprétation concordiste qui voit une convergence entre certaines étapes géologiques et les jours créateurs. Alors si on regarde d'un peu plus près, les différentes couches géologiques ne correspondent pas vraiment, et les différentes périodes géologiques ne correspondent pas vraiment aux 6 jours créateurs, mais cette interprétation donne comme hypothèse de base que les jours créateurs doivent être des périodes longues. Un jour serait comme 1000 ans, 1000 ans serait comme un jour. Je vous ai donné déjà tout à l'heure mon point de vue sur la question et sur la durée de mon dimanche demain. Ensuite, on a une interprétation que certains appellent littérale, d'autres appellent fixiste, je pense par manque de connaissances. Une théorie qui est née dans les années 60, enfin le mouvement créationniste surtout outre-Atlantique et en Allemagne est né dans les années 60, avec une lecture beaucoup plus littérale du récit de la Genèse, en prenant finalement le récit tel qu'il est. Et en se disant pourquoi les jours créateurs ne seraient pas des jours tels qu'on les connaît aujourd'hui, ou du moins très semblables à ceux qu'on les connaît aujourd'hui. Pas peut-être que le jour, la révolution de la Terre, la rotation de la Terre autour d'elle-même était peut-être un petit peu différente, mais 24 ou 25 heures, ce n'est pas tellement différent, et en tout cas, ce ne serait pas 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Et une œuvre, une création de Dieu instantanée, Dieu dit et la chose est, et Dieu crée à partir de rien. Et en tout cas, certainement pas Dieu dirigeant le processus évolutif et faisant évoluer les choses d'une forme simple à une forme très complexe. Alors, je vous ai dit qu'il fallait qu'on parle un peu de la durée des jours de la création. Pour certains, les jours de la création représentent les chapitres d'un livre. Donc, Dieu aurait donné une certaine révélation, par exemple à Moïse, durant plusieurs jours, pour certains. Pour d'autres, c'est un beau poème. Pour d'autres, les jours créateurs sont des périodes longues. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus, ça se rapproche aux jours que l'on connaît aujourd'hui. Alors, en hébreu, moi je ne suis pas spécialiste de l'hébreu, donc je regarde simplement dans des livres qui nous parlent un petit peu d'hébreu. Le terme jour est donné par yom. Et yom, c'est vrai, peut être utilisé en termes de période. Période de temps. Par exemple, dans Genèse 1, verset 1, 2, verset 3, 2, verset 4, il nous est parlé du jour où ils furent créés. Le jour, le moment, l'époque. Dans Genèse 5, verset 2, la même chose. Yom en tant que période, qu'époque. Maintenant, il y a une autre utilisation du terme yom en tant que jour, jour tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, qui est donné aussi dans Genèse 1, avec une particularité, c'est que dans Genèse 1, chaque jour est donné avec un soir, un matin, qu'en plus, yom est donné avec un adjectif ordinal, et puis, comme on l'a vu, yom est également le terme utilisé comme fondement pour le sabbat. Alors en hébreu, il y a aussi d'autres termes. Il y a par exemple olam qui est donné aussi pour une période, un jour qui n'est pas forcément jour de 24 heures. Bon, toujours est-il, si on regarde les différentes utilisations de yom, et si on demande aussi à des professeurs d'hébreu de l'université de Jérusalem qui étudient vraiment les lettres hébreues, on leur demande, mais comment est-ce qu'il faut comprendre Genèse 1 ? Comment est-ce que l'hébreu a voulu ou permet de le comprendre ? Eh bien, ils nous disent que pour
l'hébreu, pour ce qui est écrit en hébreu, c'est clair que ce n'est pas à prendre comme période de temps longue, c'est à prendre comme jour. Yom est utilisé 1251 fois dans l'Ancien Testament. Dans 80 cas, il désigne une période, mais dans tous les autres cas, il désigne un jour, alternance jour-nuit. Alors, on pourrait disserter maintenant longuement aussi du problème que ça pourrait poser pour les végétaux et pour les animaux, d'avoir 1000 ans de nuit et ensuite 1000 ans de jour, les répercussions et les effets que ça aurait si la Terre était éclairée 1000 ans du même côté et ensuite 1000 ans de l'autre côté, etc., etc. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est plutôt quelques arguments maintenant en faveur d'une Terre plutôt jeune, ou plutôt comment certains processus physiques imposent une limite à l'âge de la Terre. Et ces processus physiques, excusez-moi là, c'est toute une liste en anglais, mais je n'ai pas eu le temps de la traduire l'autre nuit. C'est toute une liste de processus, mais il y a des centaines de processus physiques qui permettent d'imposer une limite à l'âge de la Terre, à l'âge de l'univers, à l'âge de l'humanité. Par exemple, on peut considérer la quantité d'hélium dans l'atmosphère, on peut considérer la quantité d'hélium dans le sol, on peut considérer la quantité de sodium dans les mers, la quantité de sédiments dans les mers, la poussière cosmique, etc. Pourquoi ? Tout simplement, on mesure la quantité de quelque chose à un moment donné, et c'est aussi ce que les gens font quand ils parlent d'évolution, ils mesurent la quantité de quelque chose à un moment donné, c'est le principe même des méthodes de datation. On mesure à quelle vitesse le phénomène se produit, par exemple la quantité de sel dans l'océan, à quelle vitesse le sel s'accumule dans l'océan. Et ensuite, on extrapole, c'est-à-dire qu'on dit à partir de rien, combien de temps faut-il pour produire cette quantité. Et donc, si on regarde ces centaines de processus physiques, plus de 90% des processus donnent un âge inférieur à des milliards d'années. Alors, ce que vous entendez parler dans les médias, télévision, journaux, radio, ce sont les 10% restants. En général, on ignore les 90% qui imposent une limite. Je m'explique. Vous avez ici, là, les différents processus qui permettraient de dater, de donner un âge. Donc, par exemple, avec le processus 1, on pourrait donner un âge de 1 milliard d'années à la Terre. Tout va bien. Avec le processus 3, on pourrait donner un âge de plus de 10 milliards d'années. Avec le processus 6, on n'en donnerait que 100 millions. Avec le processus 2, on en donnerait 100 000. Maintenant, si on passe en revue ces différents processus, on s'aperçoit qu'ils vont nous donner une limite supérieure. C'est-à-dire, chaque fois, ils nous donnent une limite supérieure. Par contre, ils ne nous donnent pas de limite inférieure. La limite inférieure, c'est 0. Pourquoi ? Parce que si la Terre a été créée telle qu'elle, eh bien, si la Terre a été créée avec la quantité de sel qu'elle a actuellement dans les océans, l'âge est 0. Donc vous comprenez, avec certains processus physiques, nous pouvons dater et trouver des limites supérieures. Maintenant, la question est-ce qu'il existe des processus physiques qui donnent un âge très jeune ? C'est comme si vous avez un tonneau. Vous savez, un tonneau fait avec des morceaux de bois. Maintenant, s'il y a un morceau qui est moins haut que les autres, jusqu'où pourrez-vous remplir votre tonneau d'eau ? Jusqu'au niveau du morceau de bois le plus haut. Donc s'il y en a un qui n'est pas très haut, vous ne pourrez pas mettre beaucoup d'eau dans votre tonneau. Et c'est comme ça pour l'âge de la Terre. C'est exactement comme ça. L'âge de la Terre est au maximum le temps défini par le processus physique qui donne un âge très jeune, ou le plus jeune. Alors commençons. Je ne suis pas spécialiste de comètes, mais on en a observé ces dernières années.
Et une comète, c'est quelque chose d'absolument superbe. Albope, vous avez peut-être vu Albope, en tout cas vous avez vu des reportages, vous l'avez peut-être vu à l'œil nu. Personnellement, à l'époque où elle passait près de la Terre, moi j'étais aux États-Unis et je la voyais se lever en fin de journée au-dessus du toit de la maison voisine. Et donc à l'œil nu, je voyais Albope. Les comètes, c'est quoi? Eh bien, la tête du comète, c'est à peu près une centaine de kilomètres, constituée de poussière, de débris, de particules de glace. Et ces comètes, bon, c'est un petit peu comme une boule de neige sale. Et ça va passer autour, ça va avoir une révolution, bien sûr, autour du Soleil, et ça va passer assez près du Soleil, et vous allez me dire, c'est assez logique, quand ça passe près du Soleil, qu'est-ce qui se passe? Elles fondent un peu. Elles fondent, bien sûr. Alors nous avons maintenant des comètes qu'on appelle des comètes de courte durée. De courte durée, pourquoi? Eh bien parce qu'au bout de 10 000 ans, elles ont complètement fondu et disparu. Ou 10, 15 000 ans, mais très rapidement, elles ont complètement fondu et disparu. Les comètes de courte période, hop, voilà. J'aimerais arriver. La comète Halley, par exemple, a une période de révolution de 70 ans. C'est-à-dire qu'elle va passer à un rythme n égale 70 au même endroit. Donc on va la voir de nouveau pas trop loin de la Terre, ou observable un petit peu de la Terre, et ensuite va passer autour du Soleil. Et donc elle va se désintégrer en passant autour du Soleil. Et les périodes de courte durée comme ça, 70 ans, comme elle passe assez souvent autour du Soleil, ben, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer la présence de comètes de courte durée si l'univers a des milliards d'années? Si l'univers a des milliards d'années, ces comètes de courte durée, de courte période ne peuvent exister, sauf si il y a une source, une fontaine quelque part, qui injecte à nouveau dans notre univers des comètes. Et c'est ça vraiment l'hypothèse qui nous est donnée, l'hypothèse, je dis bien, qui nous est donnée, le nuage d'Oort, donné par les astrophysiciens, et ce réservoir de comètes qui alimenterait finalement la Terre et qui pourrait expliquer, alors qu'on n'en a pas la preuve, que certaines comètes de courte durée, de courte période, existent encore aujourd'hui. Un problème, c'est qu'aucune preuve n'existe démontrant de façon absolue l'existence de ce réservoir de comètes. Que devons-nous en conclure? Une conclusion assez logique, c'est que l'univers n'a certainement pas les milliards d'années qu'on lui attribue. On pourrait parler de poussière cosmique. Or, il tombe de la poussière cosmique, il en tombe un peu partout. On peut mesurer à peu près. On peut même évaluer que si la poussière cosmique tombe ou tombait dans le passé à la même vitesse qu'elle tombe aujourd'hui, ce dont on ne peut pas être formellement sûr, eh bien, on aurait une couche de poussière cosmique assez considérable sur notre Terre. Et même, j'ai revécu en direct, non pas en direct, pardon, en différé, l'atterrissage d'Apollo 17 avant-hier sur la Lune. L'atterrissage d'Apollo 17 au musée de l'aéronautique à Washington, vous pouvez suivre, vous avez une vitrine, où vous avez l'écran filmé, et vous êtes à l'intérieur de la capsule, et donc vous atterrissez tout doucement. Et il vous donne l'altitude, tant de pieds, et ça descend petit à petit. Et à un moment, il y a l'astronaute qui est dans la capsule, il dit « very little dust », très peu de poussière. Et c'est vrai que c'est une des constatations que la NASA a dû faire quand ils sont arrivés sur la Lune, qu'il y avait vraiment très peu de poussière cosmique. Alors, on peut l'expliquer par différents courants et balayements, mais le fait est
il n'y a pas beaucoup de poussière dans l'univers et sur certaines planètes. Maintenant, on peut se dire, oh bien oui, la poussière a pu être emprise dans des sédiments, dans des choses comme ça. La poussière cosmique contient du nickel. Si on regarde maintenant au fond des océans, par exemple, la quantité de nickel présente au fond des océans, eh bien, on pourrait s'attendre, si l'univers était vraiment vieux, si la Terre était vraiment vieille, on pourrait s'attendre, si la Terre a 4,5 milliards d'années, à 140 kilos de nickel par mètre carré d'océan. On ne trouve pas cette quantité. On trouve une quantité de nickel dans l'océan tout à fait négligeable, de l'ordre de quelques milliers d'années. On pourrait parler d'halo de polonium, le polonium-214 qui se désintègre et qui a une période de demi-vie terriblement courte. Alors ça, les physiciens pourraient vous l'expliquer mieux que moi. Toujours est-il qu'on retrouve dans du granit des petits halos qui sont des cercles provenant de la désintégration radioactive du polonium-214. Le granit, nous dit-on, s'est formé en 300 millions d'années. Maintenant, le physicien Robert Gentry, justement, a mis en évidence ces petits halos, donc la présence de cercles ces halos provenant de la désintégration de polonium-214, dans des cristaux de granit, ce qui veut dire que le granit ne s'est pas solidifié durant une longue période de temps, il n'a pas mis longtemps à se solidifier, il a dû se solidifier quasi immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'il devait, justement, en un espace très restreint, capturer dans la pierre, dans le granit, de façon imagée. Là, les physiciens, ils doivent faire des bonds jusqu'au plafond quand ils entendent ce biologiste raconter ça. Mais je schématise très fortement, quand la roche doit capturer cette désintégration qui se fait par le polonium. Une des conclusions, c'est que le granit a dû cristalliser de façon quasi immédiate. Alors on pourrait parler d'autre chose, on pourrait parler maintenant de l'humanité. Si l'âge de la pierre avait duré 100 000 ans, on devrait trouver beaucoup d'êtres humains morts aujourd'hui. Une génération, vous savez à peu près ce qu'est une génération, c'est la durée moyenne pour grandir et avoir des enfants. Aujourd'hui, une génération est environ de 25 ans. Eh bien, si l'âge de la pierre avait duré 100 000 ans, 100 000 ans divisé par 25 ans d'une génération, on aurait l'équivalent de 4000 générations. Si la génération était un peu plus longue, un peu plus grande, un petit peu plus petite, ça varierait un petit peu. Mais combien de personnes seraient alors décédées en 4000 ans ? Et surtout, comme ces personnes, en tout cas on nous le dit, enterraient quand même leurs morts, on devrait trouver des traces, on devrait trouver des tombes attestant cela. Alors, on a déjà une limite supérieure à la quantité d'êtres humains par la surface de la Terre. On ne peut pas mettre plus d'hommes que de surface sur la Terre, d'accord ? Vous êtes d'accord ? On ne peut pas être entassé comme des sardines sur la Terre, mais bon, on peut quand même remplir le globe avec 4 milliards de corps, en tout cas. Non, oui, 1 million, pardon. Non, 4 milliards de corps. Et donc, si les 100 000 ans s'étaient vraiment passés, on aurait dû trouver des milliers et des milliers et des millions de tombes aujourd'hui. Or, quelques milliers seulement ont été découvertes. On ne trouve pas des restes d'une humanité très nombreuse. On ne trouve pas des restes de cela.